Bonjour à tous et bienvenue sur notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Penfornis, qui est chef de service endocrino-diabétologie au CHSF de Corbeil-Essonnes. Il va nous parler du passage à l'insulinothérapie chez le patient diabétique de type 2. Aussi, nous aurons l'intervention de Maria Plaza et Isabelle Guichard, qui sont orthoptistes, et elles nous parleront de la rétinopathie diabétique et de son dépistage. Je tenais toutefois à vous informer que nous avons eu un problème technique concernant l'enregistrement, c'est-à-dire qu'il nous manque les 10 premières minutes d'intervention du professeur Penfornis. J'en suis désolée, je veuillez m'excuser vraiment pour tous les désagréments. Cependant, sachez que vous avez quand même l'intégralité de son PowerPoint disponible sur notre Drive avec le lien que vous avez juste en dessous de cette vidéo. Si toutefois, malgré le reste de la vidéo, il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous en faire part via notre adresse mail webinaire@espacevie.fr et nous vous y répondrons. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser à partir de là où l'enregistrement a bien voulu débuter. Donc excusez-moi, ça va peut-être paraître un petit peu bizarre parce que voilà, vous n'avez pas eu le début. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur tout de même. Voilà, merci à vous et bonne séance. Je me sens mieux dans ma peau, ma glycémie est meilleure, etc. Donc vous pouvez aussi, pourquoi pas, les faire, si le patient est d'accord, faire rencontrer des patients qui sont réticents à l'insuline, leur faire rencontrer des patients de votre clientèle qui ont déjà l'expérience et qui peuvent échanger. C'est beaucoup plus puissant d'échanger avec quelqu'un qui a l'expérience qu'avec son propre médecin, qui en parle très bien en théorie, mais qui, dans la majorité des cas, n'est pas sous insuline lui-même. Donc, il faut envisager toutes les possibilités. Et puis, bien entendu, il faut prendre son temps pour bien expliquer au patient, mais pas seulement lui expliquer, je vais vous le dire, et puis les objectifs glycémiques également. Alors, voilà ce qui motive les patients, hein. Je l'ai déjà un peu dit, mais voilà, si je fais de l'insuline, je vais être vraiment diabétique. Là, je deviens vraiment malade. Et puis, l'insuline, c'est comme l'héroïne, ça se termine pareil. Si je commence, je ne pourrai plus jamais l'arrêter. Ça m'est arrivé chez certains patients de leur dire, quand ils ont vraiment ça en tête, je leur dis, écoutez, je vous fais une prescription d'insuline pour 3 mois et on se revoit dans 4 mois. Comme ça leur montre que le dernier mois, ils n'auront pas d'insuline, mais ils font leur expérience, ils l'arrêtent et puis ils reviennent et on en rediscute. Rien que de dire ça, ça leur montre qu'on peut l'arrêter. Ils ne sont pas insulinodépendants. Quand on arrive à l'insuline, c'est vraiment la fin. Encore une contrainte de plus, je ne vais plus pouvoir voyager ni sortir. Là, j'ai vu une patiente récemment, c'était ça. Quand je vais aller chez mes enfants, il faut que j'amène tout le barda, c'est compliqué. Je vais faire des malaises, la piqûre va me faire mal, j'aurai honte d'être obligé de me piquer, j'aime pas les piqûres, l'insuline, ça fait grossir, etc. Donc, en fait, il faut bien sûr expliquer, mais il faut avant tout écouter. Il faut écouter avant de donner des arguments ou de vouloir convaincre. C'est souvent le réflexe qu'on a. Il faut d'abord écouter quelles sont les réserves, les réticences du patient, parce que vous avez vu qu'elles peuvent être multiples. Donc, il faut déjà entendre celle du patient qui est en face de vous, qui n'est pas la même réticence que celle d'un autre patient. Donc, il faut vraiment les écouter. Et là, vous avez voilà, les grandes composantes de l'écoute active. Et comme ça, si effectivement on écoute le patient, on est capable ensuite de lui donner des informations concernant la difficulté qu'il pressent ou ce qu'il craint. Donc voilà, là aussi, c'est les règles d'or pour préparer le diabétique à l'insuline. Il faut en parler tôt, relativement tôt, pour déjà un peu démystifier ce traitement par insuline en disant, voilà, c'est une alternative. Moi, je dis toujours, voilà, heureusement que ce traitement existe, parce que c'est vraiment le traitement le plus puissant. Et grâce à ça, il est toujours possible d'avoir un diabète bien équilibré. Mais toujours présenter l'insuline comme un traitement qui permet de garder tout le temps, toute la vie, un diabète bien équilibré si on conduit bien le traitement. Donc, il faut vraiment en parler très tôt. Alors, voilà, je reviens sur les objectifs glycémiques. Ça aussi, le patient doit bien les connaître. Et pour que les patients les connaissent, il faut que les soignants les connaissent. Et là, vous avez un tableau de correspondance entre l'objectif d'hémoglobine glyquée que vous avez fixé avec votre patient et la traduction en glycémie. Les glycémies, c'est le quotidien du patient, c'est ce qu'il fait lui au bout du doigt. Donc, vous voyez que si vous avez fixé un objectif d'hémoglobine glyquée à moins de 7, qui est la situation
la plus fréquente, eh bien, ça voudra dire qu'il faut qu'il ait une glycémie à jeun à moins d'1,20 g, moins d'1,30 g, et puis après les repas, ça peut monter jusqu'à 1,80 g. Si vous êtes dans une situation plutôt de fin de vie, ben voilà, s'il a une glycémie à jeun, là, on ne veut surtout pas d'hypoglycémie, on ne veut pas qu'il soit gêné par les symptômes d'hyper, ben on peut aller jusqu'à 1,80 g à jeun et puis jusqu'à 2,40 g, 2,50 g après les repas, du moment que ça ne persiste pas, cette hyperglycémie. Donc ça, voilà, on traduit ça aux patients. Donc ensuite, il y a la mise en œuvre. Donc je vais passer un peu sur ces diapositives un peu chargées, mais qui sont importantes. Il faut voir où en est le patient. Et ensuite, dès qu'il est prêt, quand il est prêt, eh bien, on démarre. Alors, qu'est-ce que disent les recommandations sur un plan pratique? En tout cas, c'est la prise de position de la SFD, dont vous savez qu'elle est différente de la recommandation de l'HAS qui date de 2012 ou 2013, qui est totalement obsolète. Donc, je vous encourage à vous appuyer sur la prise de position de la SFD qui dit on commence par une injection quotidienne d'insuline basale. Et puis, on commence donc par, en général, 6 à 10 unités par jour, ou 0,1 à 0,2 unités par kilo par jour. Si vous avez un patient qui fait 100 kilos, ben voilà, vous pouvez très bien commencer par 20 unités par jour qu'on adapte ensuite en fonction de l'autosurveillance glycémique. Donc voilà, si on veut moins de 7%, il faut viser une glycémie au réveil entre 0,80 g et 1,30 g. Et puis, il y a des schémas d'adaptation. Donc là aussi, idéalement, si votre patient il est dans un désir d'autonomie, qu'il en a totalement les capacités psychologiques et cognitives, eh bien, on va lui donner, il faut qu'il ait un schéma d'adaptation qui va lui permettre d'augmenter. Ça, c'en est un, mais il en existe plein d'autres. Mais là, c'est par exemple, si la glycémie est supérieure à l'objectif, là, il y a marqué 1 gramme, mais ça peut être 1,30 g, 3 jours de suite, eh bien, on va augmenter la dose de 2 en 2 unités. Et ça, tous les 3 jours. Et ce que je dis aux patients maintenant, parce que un patient à qui vous dites ça, vous commencez à 10 unités. Vous dites, voilà, vous pouvez augmenter de 2 en 2 unités tous les 3 jours. Quand il va arriver à 20 unités, comme je vous le disais tout à l'heure, il va avoir doublé la dose. Et il va s'arrêter. Il va dire, oh là là, mais j'ai déjà doublé, là, je ne peux pas aller plus haut. Donc moi, je leur dis souvent, peut-être que vous aurez besoin de 20 unités, peut-être que vous aurez besoin de 60, peut-être que vous aurez besoin de 80 unités, pour leur montrer que c'est possible de monter jusque-là. Et pour pas qu'ils soient inquiets quand ils sont à 20 ou 30 unités et qu'ils osent encore augmenter si leur glycémie à jeun reste élevée. Donc ça, bah oui, on comprend bien que ça prend un petit peu de temps, mais il faut vraiment le faire si on veut que ça fonctionne. Donc l'objectif, idéalement, c'est d'autonomiser le patient. Mais bien sûr, l'infirmière à domicile peut souvent être nécessaire, au moins transitoirement et idéalement transitoirement, mais parfois pour certains patients, bah, vous le savez bien, c'est définitif. L'insuline basale, maintenant, contrairement à quand j'ai commencé la diabétologie, ça se fait dans les situations qui ne sont pas des situations aiguës, ça se fait bien entendu le plus souvent en ambulatoire. Et maintenant, le nombre de médecins généralistes qui mettent l'insuline en ambulatoire est extrêmement élevé. Voilà, quasiment tous le font. Ici, dans le secteur, j'ai l'impression que beaucoup le font. Alors, en tous les cas, ce qui n'est peut-être pas encore suffisamment fait, c'est le suivi rapproché. Il faut vraiment un suivi très rapproché. Pourquoi pas toutes les semaines, au tout début, une fois par mois. Alors là aussi, ça peut être individualisé en fonction du patient, mais en tout cas, c'est bien de le revoir une fois très précocement pour voir comment ça se passe en pratique, parce que entre ben voilà, comment on va faire et puis le faire vraiment et le vivre vraiment, il se passe des choses à ce moment-là. Si vraiment il y a des difficultés, ben effectivement, on est là, mais on ne cherche pas à voir ces patients particulièrement. On est déjà submergé, mais si besoin, effectivement, on peut les voir. On a effectivement une expérience dans ce domaine qui peut parfois être utile. Alors, le choix de l'insuline basale, que dit la Société francophone du diabète? Eh bien, il est préférable de prendre un analogue lent de l'insuline plutôt que l'insuline NPH, comme le recommande encore la HAS. Donc, analogue lent de l'insuline, parce qu'il y a un moindre risque d'hypoglycémie et une moindre variabilité glycémique. Et pour des raisons économiques, ben, on essaye de prendre le moins cher. C'est ce que recommandé là. Actuellement, c'est plutôt le biosimilaire de la glargine qui s'appelle l'abazaglar. Mais enfin, honnêtement,
ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche au niveau du cou actuellement. Mais voilà, l'idée, c'est de prendre la moins chère des analogues lents de l'insuline. Alors, la glargine U300 qui s'appelle la Toujeo, ou la Degludec qui s'appelle Tresiba, peut avoir un intérêt chez des patients qui ont des fortes doses, parce que vous savez que parfois on peut arriver à 60, 80, voire plus. Et là, ça commence à faire un volume un peu important à s'injecter sous la peau. Et que la Toujeo, elle est 3 fois plus concentrée, la Degludec 2 fois plus. Et donc, le patient, il va s'injecter un volume pour la même dose d'insuline qui est 3 fois ou 2 fois plus petit. Et ça, pour le confort, ce n'est pas négligeable. Mais aussi, ces insulines-là donnent moins d'hypoglycémie. Donc, lorsque le patient, vous n'avez vraiment pas envie qu'il fasse une hypoglycémie, ou s'il en a fait avec la glargine concentrée à 100 unités, eh bien, vous pouvez le transférer à ces insulines qui donnent moins d'hypoglycémie, en particulier nocturne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un patient à risque hypoglycémique préoccupant? Ce n'est pas très, très bien défini, mais voilà, des patients âgés qui sont fragiles ou malades, des patients qui ont des lourds antécédents cardiovasculaires ou des patients qui sont en insuffisance rénale. Ça, c'est les patients qui ont le plus haut risque d'hypoglycémie sévère, ceux qui sont en insuffisance rénale. Chez ceux-là, ça peut valoir le coup de donner un analogue lent de seconde génération pour ces raisons-là. Alors, à quelle heure on fait l'injection? La Lantus, la glargine U100 ou la Basaglar, on la donne plutôt au coucher parce que souvent, elle ne dure pas complètement 24 heures. Donc, si on veut qu'elle agisse bien, ou le coucher ou le soir au repas, hein, il faut voir avec le patient ce qui l'arrange le plus, de manière à ce qu'on soit sûr qu'elle agisse bien au moment du réveil, parce que c'est sur la glycémie du réveil qu'on va adapter la dose. Maintenant, si vous utilisez des insulines lentes, des analogues lents de seconde génération, Toujeo ou Tresiba, elles ont une durée de vie qui excède largement les 24 heures, en particulier pour Tresiba. Donc, peu importe l'heure. Et donc, moi, je vois toujours avec le patient, lui disant qu'est-ce qui vous arrange le plus, vous, dans l'heure de l'injection, et on choisit l'heure qu'il choisit. S'il y a une infirmière qui passe à domicile, c'est en général plus facile de le faire le matin. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être une raison aussi pour prescrire Toujeo et Tresiba, dont on est sûr qu'elle couvrira jusqu'au lendemain matin. Voilà, mais dans tous les cas, encore une fois, c'est à discuter avec les patients selon ses préférences. Alors, juste quelques éléments d'enquête, une enquête qu'on avait faite il y a quelques années auprès de pharmaciens d'officine et qui interrogeaient des patients qui étaient traités par insuline basale seule. Vous voyez qu'il y a un déficit d'éducation pratique. 40% des patients qui étaient à l'insuline basale n'avaient pas bénéficié d'une éducation thérapeutique générale à propos du diabète, que ce soit individuel ou en groupe. Un tiers d'entre eux n'avaient pas bénéficié d'une éducation spécifique sur la mise en place d'un traitement par insuline. Et un quart d'entre eux n'avaient eu ni l'un ni l'autre. Sur l'adaptation des doses, là encore, un tiers n'avait pas reçu d'explication sur comment adapter les doses d'insuline. 17% n'avaient pas reçu d'explication sur comment réaliser une autosurveillance glycémique et 28% comment interpréter les résultats d'une autosurveillance glycémique. Donc, vous voyez que là, il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que c'est vraiment une prescription spéciale. Il y a tout ça qui est à faire. Donc, ça prend du temps et ça demande un certain nombre d'expériences et de connaissances. Donc, voilà, tout ça est résumé aussi là-dessus. Je vais passer ça rapidement. Juste un petit élément de coût, ça c'est un travail qu'on avait fait en 2012 pour regarder le coût, quels étaient les postes de coût d'une insulinothérapie basale. Alors ça c'est selon différentes insulinothérapies, mais ce que vous voyez, ça c'est le coût de l'insuline elle-même. En bleu, c'est le coût des médicaments associés à l'insuline, des antidiabétiques autres. Ici, c'est le coût de l'autosurveillance en jaune et vous voyez que le principal coût, c'est le coût de l'infirmière à domicile. Alors, ce n'est pas du tout une diapo anti-infirmière à domicile, mais je pense que c'est une raison aussi pour dire, voilà, soyons garants des deniers de la solidarité nationale et utilisons les infirmières aussi souvent que nécessaire parce qu'elles savent faire toutes les étapes qu'on vient de voir. En tous les cas, elles ont en général une formation meilleure pour ça. Et puis, voilà, ils sont en pratique meilleurs pour ça, mais que ce soit en ville ou à l'hôpital, mais de manière transitoire. L'idée étant qu'elles puissent accompagner le patient jusqu'à ce qu'il se sente en confiance, éventuellement progressivement. On peut passer tous les jours au début, puis une fois tous les 2 jours, une fois par semaine. Et puis voilà, une fois que le patient est en confiance avec son traitement par insuline,
de le lâcher pour aussi économiser les coûts. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une très grande disparité entre le recours à l'infirmière selon les régions. Alors, dans les dom-toms, c'est le pire, mais vous voyez que là, on va de 23 à 45% sur les régions les plus foncées. Et puis ici, c'est moins de 6% sur les régions, enfin, ou moins de 10% sur les régions grises. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande disparité. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres antidiabétiques lorsqu'on passe le patient à l'insuline? Je regarde l'heure, ça va, on a encore un petit peu de temps, mais je ne suis pas loin de la fin. Alors, en général, on garde la metformine. À chaque fois qu'on peut garder la metformine, on la garde. Voir si elle avait été interrompue pour une raison non licite, on la réintroduit. La metformine, c'est vraiment le médicament qu'on essaye de continuer jusqu'au bout. Ensuite, on a tendance à arrêter tout le reste. Les sulfamides, on peut les garder un peu au début pour pas que le diabète se déséquilibre si on commence par une dose d'insuline qui est trop petite par rapport aux besoins du patient. Mais dès que les glycémies vont commencer à baisser, dans ces cas-là, il faut arrêter les sulfamides. En général, on arrête plutôt les antidiabétiques, mais sauf si il a un inhibiteur SGLT2, Forxiga, qui vient d'être commercialisé, ou un agoniste du récepteur du GLP1, Victoza, Trulicity, ou Ozempic, et que le patient a soit une insuffisance rénale chronique, soit une insuffisance cardiaque, soit qu'il a déjà fait un événement vasculaire. À ce moment-là, on va garder ces médicaments parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces médicaments ont un bénéfice en prévention rénale ou cardiovasculaire en dehors de leur effet sur le diabète. Donc, on va les garder pour ces raisons-là quand on met l'insuline. Sinon, on a plutôt tendance à les interrompre, quitte à les réintroduire après si l'insuline basale n'est pas suffisante. Donc voilà, il faut vraiment suivre le patient. Vous voyez là, dans le guide du parcours de soins, suivi jusqu'à 1 mois, ensuite suivi jusqu'à 3 mois, suivi à 6 mois. Il faut vraiment faire des évaluations pour ne pas tomber dans ces situations. Ça, c'est un travail américain, mais on a la même chose en France. Vous voyez, ça, ce sont les essais cliniques, les essais cliniques qui ont servi au développement de la Lantus. Et quand on regarde dans les essais cliniques, où vous savez qu'il y a un suivi extrêmement strict des patients, c'est presque à la baïonnette qu'on augmente les doses d'insuline, enfin j'exagère, et vous voyez quand on regarde les résultats à 6 mois, on a 80% de bons résultats. Plus de la moitié sont à moins de 7% d'hémoglobine glyquée, et il y en a encore plus d'un quart qui, l'hémoglobine glyquée n'est pas à moins de 7, mais la glycémie à jeun, elle est à moins de 130. Donc, la basale, elle a fait son job. Elle a fait son job. Et quand on regarde dans la vraie vie, eh bien, vous voyez que 6 mois après l'introduction d'une basale, on n'a qu'environ 27 plus 12. Vous voyez qu'on a moins de 40% des patients pour lesquels la basale a fait son job. On en a 60% qui n'ont pas une hémoglobine glyquée à moins de 7 et qui n'ont pas une glycémie à jeun à moins de 130. Et ça, c'est vraiment les 6 premiers mois qui sont absolument cruciaux. Donc, si on veut arriver à ces résultats-là, il faut suivre les patients, peut-être pas comme dans des essais cliniques, mais en tout cas de manière très serrée. Alors, on a des outils pour aider à ça maintenant. Ça, je vous en montre un, c'est Insulia, c'est Sanofi et Volontis qui développent ce produit, qui est une application qu'on télécharge. On programme un certain nombre de paramètres. Ensuite, le patient, il rentre sa glycémie, voilà 130, 132, et si vous avez mis que le patient il doit avoir moins de 120, eh bien, le système va lui conseiller d'augmenter sa dose d'insuline. Il en fait 49 et dire, bah, tiens, vous pouvez en faire 50 maintenant, automatiquement. Donc, vous voyez qu'il existe des outils qui peuvent vraiment aider à faire ça. Je ne vous montre pas les résultats, mais il y a des résultats intéressants pour obtenir un meilleur résultat. Alors, il reste, je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, maintenant, ça devenait de plus en plus l'apanage du médecin traitant que de passer à une insuline basale. Il reste, à mon sens, quelques situations où notre expertise peut être intéressante. C'est si au bout de 6 mois, l'hémoglobine glyquée est toujours supérieure à l'objectif. Si le patient a vraiment pris beaucoup de poids, on considère en général que c'est normal de prendre du poids quand on passe le patient à l'insuline lorsqu'il avait une hémoglobine glyquée élevée. Ce n'est pas tant l'insuline qui fait prendre du poids, elle en fait prendre peut-être un petit peu, mais c'est surtout que quand on passe les patients à l'insuline, ils sont en général, je vous l'ai montré, très déséquilibrés. En moyenne, ils sont à 9%. À ce moment-là, il y a une glycosurie.
C'est-à-dire qu'on perd du sucre dans les urines. Donc, on perd des calories dans les urines. Et quand on équilibre le diabète, on annule cette glycosurie et on annule cette perte calorique qui n'était pas physiologique. Et donc, c'est comme si les patients, s'ils avaient 80 grammes de glucose tous les jours dans leurs urines, vous voyez, 1 gramme de glucose, c'est 4 calories. 8 fois 4, ça fait 300 calories par jour. C'est comme si, quand ils n'urinent plus de glucose, c'est comme s'ils mangeaient 300 calories tous les jours en plus, s'ils n'ont pas compensé en diminuant l'alimentation, en augmentant l'activité physique. Et on considère que en moyenne, pour 1 point d'hémoglobine glyquée gagné, eh ben, par ce biais-là, on prend entre 1,5 et 2 kilos. Vous voyez, si le patient est à 10% et qu'il va revenir à 7%, ben, ouais, il peut prendre 5-6 kilos. Et si c'est au-dessus de ça et que le patient il trouve que c'est vraiment excessif, ben, on peut peut-être aider. S'il fait des hypoglycémies vraiment trop fréquentes, bien qu'on ait diminué les doses, bien qu'on ait mis un analogue de seconde génération aussi. Si les doses d'insuline deviennent vraiment très élevées, là aussi. Et puis éventuellement, à la demande du patient qui de temps en temps veut avoir un avis de spécialiste, je pense que c'est bien de lui montrer ça et je pense que ça augmente d'ailleurs la relation et la confiance avec le médecin traitant. Et puis peut-être, j'espère qu'on pourra développer aussi de la téléexpertise, c'est-à-dire qu'effectivement, ces patients, on n'a pas forcément besoin toujours de les voir des visus, mais qu'on peut avoir un échange dans le cadre de la téléexpertise avec vous. Voilà, je crois que c'est mon avant-dernière diapo, c'est même peut-être mon avant-dernière diapo. Ça, c'est un travail qu'on avait fait avec pluriprofessionnels, avec pharmaciens, infirmières libérales, infirmiers hospitalières, diabétologues, médecins généralistes, pour essayer de décrire un peu le parcours. Donc, je ne vais pas vous le détailler, mais c'est simplement pour dire que ça, on ne sait pas encore, enfin, c'est peut-être pas à vous, Espace Vie, que je vais raconter ça, mais Espace Vie, ce n'est pas non plus toute la médecine libérale actuellement, même s'il y a plein de structures qui sont en train de se mettre en place un peu partout. Mais le travail en équipe, ce n'est pas encore la caractéristique que l'on retrouve dans la très grande majorité de ces situations. Et c'est justement un travail en équipe coordonné qui va permettre que la mise à l'insuline non seulement se fasse bien pour le patient, mais qu'on obtienne les résultats escomptés. Il n'y a rien de plus dommage que de mettre un patient à l'insuline avec toutes les contraintes que ça représente et puis de ne pas avoir le bon résultat. Et donc, vous voyez que ça passe par, je ne vous la détaille pas, mais vraiment par une coordination et une bonne collaboration entre pharmaciens, infirmières libérales, médecins généralistes, les outils connectés, l'utilisation des outils, des nouvelles technologies qui peuvent vraiment aider. Pourquoi pas, in fine, quand vraiment c'est des situations complexes, le diabétologue, mais on n'est le plus souvent pas du tout indispensable pour ça. La diapositive de conclusion. Donc actuellement, ce que l'on voit, c'est une absence d'amélioration dans les retards persistants à l'initiation et à la titration d'une insulothérapie basale. On commence trop tard et on ne titre pas suffisant. C'est-à-dire qu'on commence à une hémoglobine glyquée à 9% et 6 mois après, on est à 8,6 et 1 an après, on est à 8,6. Les études ont montré que c'est vraiment dans les 6 mois que ça se joue. L'hémoglobine glyquée qu'on obtient à 6 mois, après, en général, elle est conservée identique. Donc, c'est vraiment dans les 6 premiers mois. Vous avez vu, même là, je mets, tout se joue dans les 3 premiers mois. Le point crucial, c'est vraiment un accompagnement serré du patient au cours du premier trimestre qui nécessite, à mon sens, une réorganisation profonde et peut-être en cours du système de soins, le travail en équipe. Et là, moi, j'incite les médecins généralistes qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça, vraiment de s'appuyer à la fois sur les pharmaciens, quand il y a une bonne relation avec eux, et surtout sur l'infirmière à domicile, dans un souci d'accompagnement initial vers l'autonomie. Et puis, en attendant, donc la télémédecine, au travers du programme ETAP, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ça peut être d'une grande aide pour certains patients. Voilà ce que je voulais vous dire. Oh là là. Alors, nous sommes Maria Plaza et Isabelle Hicham, nous sommes orthoptistes dans l'Essonne et nous allons vous parler aujourd'hui des conséquences du diabète sur la vision ainsi que du dépistage de la rétinopathie diabétique par télémédecine. Tout d'abord, il faut savoir qu'en France, il y a 4 millions de diabétiques, que la rétinopathie diabétique, on va dire RD pour simplifier la parole, est la première cause de cécité dans les pays industriels avant l'âge de 50 ans. C'est pour cela que son dépistage est un enjeu majeur de santé publique. En France, il y a entre 25 et 30% des diabétiques qui sont porteurs d'une RD, soit environ 1 million de patients. La RD est aussi fréquente chez un diabétique de type 1 qu'un diabétique de type 2. Chez type 1, elle survient en général après 7 ans d'évolution.
Et après 20 ans, c'est 90 à 95% des diabétiques qui ont une rétinopathie diabétique, dont 40% avec une forme proliférante. Chez les diabétiques de type 2, c'est dès la découverte de leur diabète, c'est 20% des patients qui ont une rétinopathie diabétique. Et après 15 ans d'évolution, c'est 60% d'entre eux. On estime qu'en France, il y a environ 1000 personnes qui deviennent aveugles chaque année du fait de la rétinopathie. Les principaux facteurs de risque de la RD sont l'ancienneté du diabète, le mauvais équilibre glycémique et une hypertension artérielle. La RD est la principale complication microvasculaire du diabète, touchant les petits vaisseaux de la rétine. On parle de microangiopathie rétinienne. Elle est la conséquence de l'hyperglycémie chronique. L'hyperglycémie va être responsable au niveau de la rétine d'altérations cellulaires qui sont complexes, l'œdème et l'ischémie. Les phénomènes occlusifs affectent principalement la rétine périphérique et on les retrouve principalement chez les diabétiques de type 1, alors que les phénomènes œdémateux qui atteignent plutôt la macula concernent les diabétiques de type 2. Il existe deux types de rétinopathie diabétique, la rétinopathie diabétique non proliférante et la proliférante, chacune avec différents degrés de sévérité. La phase non proliférante est surtout marquée par la présence de microanévrismes entraînant une ischémie plus ou moins sévère, ce qui aura pour conséquence l'évolution vers la phase proliférante avec l'apparition de néovaisseaux qui, au plus haut grade de sévérité entraînera hémorragie prérétinienne ou vitrée, des décollements des rétines, une rubéose irienne, des glaucomes néovasculaires plus ou moins associés à une maculopathie. Les traitements. Le premier traitement, comme pour tout, c'est l'équilibre glycémique et tensionnel. C'est primordial. Il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement médicamenteux, que ce soit oral ou des collyres à mettre dans les yeux. Il n'y a aucun traitement susceptible d'améliorer ou de ralentir cette rétinopathie. Au niveau ophtalmologique, on peut proposer des traitements par photocoagulation laser en périphérie des territoires ischémiques. Il faut savoir que c'est plus délicat en cas d'attente maculaire parce qu'on peut faire en général qu'un seul traitement par laser parce qu'on détruit les cellules rétiniennes avec le laser et que la vision centrale, c'est la plus importante, on va dire, car c'est là où l'image se focalise, c'est là où on a le dixième. Donc, une fois que c'est détruit, c'est fini. On peut également proposer des traitements par injection VEGF, donc c'est des inhibiteurs du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, ou des injections de corticoïdes pour lutter contre le glaucome néovasculaire, mais également contre l'œdème maculaire modéré à sévère. Ensuite, le dernier traitement proposé, quand c'est au stade proliférant grave, c'est le traitement chirurgical en cas de décollement de la rétine ou d'hémorragie intravitréenne. Maria. Oui, j'ai enlevé mon micro. Bonjour. Donc, effectivement, il y a d'autres conséquences sur la vision, comme les paralysies oculomotrices, avec l'apparition d'une diplopie et des limitations de la motilité oculaire. On observe également des troubles de la réfraction, de l'accumulation avec des valeurs fluctuantes et donc une vision fluctuante. Forcément, quand il y a une rétinopathie diabétique, on a des atteintes du champ visuel qui entraînent une malvoyance, ce qui est assez handicapant pour le patient. Et de plus, on a des risques de glaucome chronique ou de cataracte précoce qui arrivent beaucoup plus fréquemment que dans d'autres conditions. En cas de paralysie oculomotrice, un bilan orthoptique est alors nécessaire pour suivre l'évolution de la paralysie. En traitement de la diplopie, l'orthoptiste peut proposer un traitement par prisme ou une occlusion. Et dans le cas d'une atteinte du champ visuel, on va retrouver des retentissements fonctionnels, comme par exemple des difficultés de reconnaissance et de localisation des objets, une maladresse, des difficultés d'exploration de l'environnement, des difficultés lors des déplacements, des pertes de repères spatiaux, des éblouissements, une héméralopie, voilà, tout un tas de difficultés qui peuvent être très handicapantes pour le patient, parce qu'il faut savoir que la vision représente 80% des informations. Il est donc important que cette vision soit le plus fonctionnelle possible, d'autant plus que la fréquence des chutes chez le patient diabétique est beaucoup plus élevée.
Donc, un bilan orthoptique et une prise en charge en basse vision sont essentiels afin de redonner aux patients une meilleure saisie de l'information visuelle et une meilleure organisation du geste sous contrôle visuel. Pour ce qui est de la rétinopathie diabétique, la HAS préconise depuis décembre 2010, le dernier rapport en date qui parle de ce sujet, donc un dépistage annuel. Il peut être réalisé tous les 2 ans lorsque le diabète n'est pas encore insulino-traité et que l'hémoglobine glycée et la pression artérielle sont parfaitement équilibrées. Pour la femme enceinte, à ne pas oublier, donc la femme enceinte diabétique, la grossesse s'exposant à un risque majoré de progression de la rétinopathie diabétique, il est nécessaire d'examiner le fond d'œil avant la grossesse, si celle-ci est programmée, et sinon en tout début de grossesse. Si on n'a pas de rétinopathie diabétique, on fait une surveillance trimestrielle. Par contre, s'il y a une rétinopathie diabétique en début de grossesse, même si elle est minime, à ce moment-là, il faudra faire une surveillance mensuelle. La HAS recommande le premier dépistage 3 ans après la découverte d'un diabète de type 1. Par contre, pour le diabète de type 2, c'est lors de la découverte du diabète que le dépistage doit se faire. Pour les enfants, c'est à partir de 10 ans et le dépistage doit devenir impérativement annuel à partir de 15 ans. Pourtant, aujourd'hui, le dépistage n'est pas encore suffisamment réalisé, et ce pour de multiples raisons. Alors, le premier, étant certainement le manque d'information et la sous-estimation des risques oculaires par les patients. Par ailleurs, on a une démographie ophtalmologique qui est en baisse, avec une répartition qui n'est pas homogène, et donc de ce fait, des délais d'attente, et donc des délais pour obtenir des rendez-vous qui sont souvent assez longs et qui découragent bien souvent les patients. Et puis, il ne faut pas oublier l'accessibilité au dépistage qui peut être un frein, que ce soit l'éloignement géographique, mais aussi l'aspect financier avec un reste à charge lié au dépassement d'honoraires qui est parfois difficile à supporter pour les patients. De ce fait, s'appuyant sur le cadre réglementaire qui existait, la CNAM, en partenariat avec le syndicat des orthoptistes et le syndicat des ophtalmologistes, ont créé le premier acte de télémédecine, l'acte de dépistage de la rétinopathie diabétique. Cela dans l'idée de simplifier le parcours du patient pour que le dépistage puisse enfin être réalisé. En effet, les orthoptistes, depuis 2014, peuvent réaliser la rétinographie sans présence d'un médecin. Et le décret de 2016 a permis aux orthoptistes de réaliser cette rétinographie sous dilatation également, permettant ainsi, en cas de pupille trop petite, de trop petit diamètre, de réaliser tout dans le même acte et de ne pas laisser de patient de côté. Isabelle. Le circuit est le suivant. Donc, ce dépistage s'adresse aux patients qui ont moins de 70 ans, qui n'ont pas de rétinopathie diabétique. Moins de 70 ans parce que l'acte, en fait, date de 2014, à l'époque où nous n'avions pas le droit de faire de dépistage de rétinopathie diabétique, enfin de dépistage sous dilatation. Et donc, on avait limité à 70 ans parce qu'à partir de 70 ans, les pupilles sont souvent petites et sans dilatation, c'est compliqué. Donc, le médecin traitant prescrit un dépistage à son patient. L'orthoptiste réalise la photo et les transfère à l'ophtalmologiste lecteur de manière sécurisée dans les 2 jours. L'ophtalmologiste interprète les clichés et transmet le compte-rendu au médecin prescripteur et au patient dans les 8 jours. Ce qui est un point important à noter, car dans cette organisation, avec ce type de dépistage, vous aurez en tant que médecin donc systématiquement un compte-rendu qui vous sera adressé. Et en cas de rétinopathie diabétique ou d'une autre pathologie détectée, puisque le médecin va interpréter la photo donc, de la rétine, analyser la photo de la rétine, l'orthoptiste qui connaît les ophtalmologues du secteur pourra facilement trouver un médecin qui pourra prendre en charge le patient, si bien sûr le patient n'a pas de médecin déjà, et puis si le médecin prescripteur en fait, vous en parle. Voilà, donc l'acte orthoptique est pris en charge à 100% par la sécurité sociale via le tiers payant. Il est facturé 17,42 €. Et tout a vraiment été fait dans le but de simplifier le parcours du patient. Et puis en cas d'urgence, ou même de manière générale, vous pouvez utiliser l'application Entracte pour pouvoir adresser vos patients. Dans le cadre de cette organisation, certaines informations doivent être transmises par le médecin prescripteur. Le but étant de permettre une interprétation et des recommandations optimales par l'ophtalmologiste. Ces informations sont les suivantes. Donc, il faut le type de diabète, l'année de début du diabète, le taux d'hémoglobine glycée, la présence ou non d'une hypertension artérielle, le traitement qui est pris pour le diabète, les antécédents ophtalmologistes.
Et pour simplifier les prescriptions, donc, on a préparé des ordonnances types ainsi qu'un document de recueil de données pour que toutes ces données cliniques soient dessus, que vous ayez déjà la liste et que ce soit plus simple. Donc, si vous le souhaitez, on vous les partagera après. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la rétinopathie diabétique est une affection silencieuse pendant de nombreuses années. Elle ne devient symptomatique qu'au stade des complications. C'est-à-dire que quand le patient dit « je vois mal », la rétinopathie diabétique est déjà bien installée. Donc, il faut agir avant. Et c'est pour ça qu'il faut faire du dépistage. Seul un dépistage effectué régulièrement peut permettre de la diagnostiquer précocement et de la traiter, ou en tout cas de limiter son évolution. La rétinographie du fond d'œil est l'examen de référence à la fois du dépistage, à la fois pour le dépistage et pour la surveillance de la rétinopathie diabétique. L'acte de dépistage à rétinopathie diabétique par orthoptiste est un plus. En effet, les rendez-vous sont rapides, il n'y a pas de reste à charge pour le patient. Vous avez rapidement et surtout systématiquement un retour avec un compte rendu. Et de plus, comme je disais tout à l'heure, si jamais une rétinopathie diabétique est dépistée, l'orthoptiste peut orienter rapidement le patient et trouver des solutions pour que le patient soit pris en charge très vite. En cas d'attente rétinienne et donc du champ visuel, n'oubliez pas qu'une prise en charge orthoptique aidera le patient, notamment pour limiter sa perte d'autonomie. Et puis, il ne faut pas oublier les autres complications comme les paralysies oculomotrices qui peuvent être prises en charge par les orthoptistes. Voilà, donc nous vous remercions. Et je pense que vous avez des questions peut-être. Si vous voulez, juste 2 secondes. Donc, on vous a préparé une ordonnance, donc juste dépistage et bilan orthoptique. Il suffit de cocher ce qu'on veut. Une ordonnance pour la dilatation, de manière à ce qu'on puisse, si besoin, faire la dilatation et revoir le patient pour faire la photo. Et puis une petite fiche avec les données cliniques pour que vous puissiez rapidement remplir et un petit courrier explicatif pour que le patient soit au courant un petit peu de ce fonctionnement et de cette organisation qui est un peu particulière. Merci. Donc, merci à vous. Merci à vous tous pour votre participation et pour vos présentations. On va passer aux questions. Donc, on a plusieurs questions qui ont déjà été répondues au fur et à mesure du topo, mais on en a encore quelques-unes. Pour les orthoptistes, il y en a une, c'est est-ce que tous les orthoptistes sont formés? Alors, formés, oui. Équipés, non. D'accord. Et en Essonne, en orthoptiste en libéral qui pratique ce type de dépistage, il y a même charrément. Ouais. Et dans l'Essonne, on a aussi au CHSF une orthoptiste qui le fait aussi. Et vous êtes les 3 seuls, il me semble. En tout cas. Tout à fait. D'accord. Ensuite, autre question. Pas pour les orthoptistes cette fois-ci, pour le professeur Penfornis. Et Saïka, est-ce que je peux proposer Est-ce que je peux poser une question Bien sûr, bien sûr. à mesdames les orthoptistes? Merci pour votre présentation très, très claire. Je suis ravi de voir ça. Vous travaillez, quels sont les ophtalmos qui interprètent vos données? Alors, on passe par des plateformes en fait, de lecture. D'accord. De manière à être sûr d'avoir des lectures rapides parce qu'on avait essayé au départ de passer par des ophtalmologistes, mais bon, la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas toujours le temps, c'est qu'ils sont déjà surchargés et que c'était un peu compliqué. Donc là, on passe par des plateformes. C'est quelle plateforme? e-Ophtalmo. D'accord. Ok, bon, mais c'est intéressant parce que nous, avec les règles de distanciation, là, actuellement, on est un peu gênés aux entournures et donc j'ai cru comprendre que par entracte, on pouvait déclencher une demande d'orthoptiste, là, c'est ça? Tout à fait. Bon, écoutez, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et puis alors, juste, vous êtes habilité à dilater les patients? Oui, depuis 2016, oui. D'accord. Mais sur prescription, il ne faut pas oublier qu'on est prescrit. Donc il faut qu'on prescrive, d'accord. C'est pour ça que sur la prescription type qu'on vous a mis, on a mis le collier, l'examen et l'instillation, parce que c'est pareil, on peut instiller les gouttes, mais sur prescription. Et si je peux faire juste un petit commentaire, parce que effectivement, donc là, ce protocole de coopération a vraiment révolutionné le dépistage de la rétinopathie diabétique dans le bon sens du terme. Et là, avec le professeur Pascal Mastin, que peut-être vous connaissez de nom, qui est un peu la papesse de la rétinopathie diabétique, au moins en France, mais même ailleurs, on essaye d'aller un peu plus loin et on est investigateur principal d'un protocole pour essayer de comparer
l'interprétation à distance des données d'un orthoptiste. Donc là, c'est 9 clichés. C'est l'OCT, c'est la prise de la pression oculaire, l'acuité visuelle. Et puis, on envoie tout ça à distance ou alors le patient voit son ophtalmo et on va comparer les données pour des patients qui ont une rétinopathie diabétique modérée. L'idée étant de montrer que même quand ils ont une rétinopathie diabétique modérée, eh bien peut-être on peut le faire aussi à distance par l'intermédiaire d'un orthoptiste. Donc, si jamais vous avez des patients qui ont des rétinopathies diabétiques modérées à l'un ou aux 2 yeux et qu'ils sont intéressés par voir un bilan, on fait juste le bilan, nous, c'est one shot, hein, point. Et ensuite, on renvoie les patients à leur orthoptiste, médecin traitant, ou ophtalmo s'il y a. Donc, si vous avez des patients qui ont une rétinopathie diabétique modérée et qui sont intéressés pour avoir un examen complet au CHSF, voilà, c'est one shot, point à la ligne, on est intéressé. Très bien. Oui, tout à fait. Le professeur Massin, c'est elle qui a commencé en fait ce dépistage tout à fait. via télémédecine Voilà. en fait, hein, à travers un réseau. Exactement. Donc oui, il est clair qu'il faut aller plus loin et on le voit bien là avec l'acte qui nous limite à 70 ans. Ouais. Parce qu'il date de 2014 et que depuis, on n'est pas arrivé à faire évoluer les choses. Voilà. Donc oui, il faut aller plus loin et je pense que la surveillance de la rétinopathie diabétique, on devrait pouvoir le faire aussi. Voilà. Il y a pas de... Donc, c'est l'objet de on est d'accord. C'est l'objet de ce protocole. Oui. D'accord, merci. Alors, on avait des questions. Christine t'a posé une question concernant les sulfamides en disant qu'ils n'étaient pas dans le tableau. Ils y sont. Je suis passé un peu vite, je ne les ai pas cités, mais ils étaient sur la première ligne. Ils y sont, les sulfamides. Si je les ai cités en disant que c'était ceux qui donnaient des hypoglycémies et une prise de poids, ils y sont toujours. Oui, parce qu'en fait, du coup, Christine disait qu'en fait, il y avait de temps en temps des réflexions de la sécurité sociale. Donc, j'imagine que c'est une question de coût. Je confirme. Oui, bien sûr. Alors, on attend les recommandations de la HAS. On va voir comment elles auront évolué par rapport à 2012 ou 2013, parce qu'elles sont complètement obsolètes. Et si elles reprennent un peu la prise de position qu'on a eue au sein de la SFD. Mais voilà, là, on arrive quand même avec des traitements qui sont beaucoup plus efficaces, qui font perdre du poids, qui ne donnent pas d'hypoglycémie et qui ont des bénéfices cardiovasculaires en plus de leur effet sur le diabète. Donc, c'est sûr que bah, oui, les patients, ils ont plutôt tendance à aller vers ce type de thérapeutique. Donc, voilà, la HAS, vous pouvez aussi leur répondre qu'ils ont édité un guide qui s'appelle « Patients et soignants, comment décider ensemble » sur la prise de décision partagée. Donc, on ne peut pas à la fois préconiser une prise de décision partagée avec le patient et à la fois dire non, il faut imposer des sulfamides, quoi. Enfin, voilà. Moi, ça m'arrive de prescrire des sulfamides, mais c'est rare que ce soit les patients, enfin, ils choisissent passer en deuxième intention, quoi. Parfois, avant de passer à l'insuline. Ils préfèrent encore une étape sulfamide, souvent avant de passer à l'insuline, mais c'est à peu près à cette étape-là qu'on les prescrit. D'accord. Il y avait une autre question par rapport à l'usage par exemple, des analogues de GLP-1. Il y a un des médecins qui disait que sa stratégie, souvent, c'était de passer d'abord sous analogue de GLP-1 et seulement ensuite passer à l'insuline. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est maintenant les préconisations. La plupart des recommandations, encore une fois, ça doit être partagé avec le patient, mais vraiment, quand le patient, vous lui dites, ben voilà, les deux, c'est un injectable, il y en a un, c'est une fois par jour, l'autre, c'est une fois par jour ou une fois par semaine. Hein, Alors, je fais une petite digression pour vous dire qu'il y a des études de phase 2 d'une insuline basale à une fois par semaine qui sont en cours, avec des résultats qui sont intéressants. Peut-être dans 4-5 ans, on aura une insuline basale, initiation à l'insuline basale en une fois par semaine. Mais pour l'instant, voilà, vous dites au patient, bah, une fois par jour, ça fait prendre du poids et ça donne des hypos. L'autre, c'est peut-être un peu moins efficace sur la glycémie, mais ça fait perdre du poids et c'est une fois par semaine. Bon, il y a les nausées, les effets secondaires, mais souvent, quand même, les patients, ils ont envie de passer par la case analogue, s'ils n'ont pas le choix, plutôt que l'insuline. Donc oui, tout à fait d'accord. Et par rapport au dosage de justement ces analogues de GLP-1, est-ce qu'il y a un intérêt de garder les patients en dose non maximale? S'ils ne tolèrent pas la dose supérieure, oui. C'est mieux que… Bah, surtout s'il faut regarder si les patients ils n'ont pas… Alors, simplement, avant de répondre, si c'est un patient qui a une prévention cardiovasculaire secondaire ou qui a une maladie rénale chronique, les doses qui ont été étudiées dans ces études sont les doses maximales. Donc 1,9 pour 1,8 pour le Victoza, 1,5 pour le Trulicity et 1 mg pour l'Ozempic.
c'est les doses maximales. Maintenant, si on met ce médicament-là pour améliorer l'équilibre du diabète et qu'à la dose intermédiaire, ça a été efficace sur la glycémie et sur le poids, mais que la dose supérieure, ce n'est pas supporté, on va garder la dose intermédiaire. Maintenant, s'il n'y a aucune efficacité, on va se poser la question, mais c'est quand même assez souvent efficace. D'accord. Une autre question encore, c'était à quel moment est-ce que on rajoute les insulines rapides? Alors, on peut rajouter les insulines rapides quand l'insuline basale n'est pas ou n'est plus efficace. Si par exemple, vous obtenez une bonne glycémie à jeun, d'accord, on a vu glycémie à jeun à moins d'1,20 g par exemple pour avoir une hémoglobine glyquée à moins de 7%. Vous avez une glycémie à jeun qui est à moins d'1,20 g régulièrement, mais votre hémoglobine glyquée n'est pas l'objectif. Ça veut dire qu'il y a les postprandiales qui sont trop hautes. Mais là, ce n'est pas la peine d'augmenter la basale parce que vous allez mettre le patient en hypoglycémie. Ce n'est pas la basale qui va régler les postprandiales. Donc là, on peut être amené à mettre des analogues rapides de l'insuline avant les repas. On peut commencer par une pour le repas le plus hyperglycémiant, pour y aller tranquillement, de ne pas passer le patient de 1 à 4. Et puis, on peut remettre des antidiabétiques non insuliniques si tant est qu'on les ait enlevés. Par exemple, si le patient lui avait arrêté l'agonisme du récepteur du GLP-1 au moment où on passait à l'insuline, on peut le remettre à ce moment-là, ou mettre un inhibiteur SGLT2, le Forxiga, ou un inhibiteur des PP4 si on ne met pas d'agonisme du récepteur. Enfin voilà, et le metformine en sachant qu'on l'a gardé. Donc il y a plusieurs manières d'intensifier, mais une des manières d'intensifier, c'est de mettre un analogue rapide de l'insuline. Alors, autre problématique aussi, c'est le questionnement sur l'accès justement au lecteur freestyle pour les patients diabétiques de type 2 qui sont suivis par leur médecin traitant, puisque la prescription, elle est réservée aux diabétologues. Alors, premièrement, le remboursement est réservé aux patients qui ont au moins 3 injections d'insuline par jour. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, un patient sous insuline basale seule ou une insuline basale plus une seule insuline rapide, il n'y a pas droit au remboursement. Ensuite, un patient diabétique de type 2 qui a au moins 3 injections d'insuline par jour, les 2 premières prescriptions doivent être faites par le diabétologue. Donc oui, je ne vous ai pas mis que c'était une situation de recours, mais voilà, vous pouvez l'envoyer à un diabétologue ou là aussi, ça peut peut-être être fait par téléexpertise après et puis on vous envoie l'ordonnance. Ça peut être fait comme ça, en sachant qu'il faut une formation. Il faut que ça soit accompagné d'une formation. Sincèrement, donner un freestyle comme ça aux patients juste pour qu'ils s'en servent comme d'une glycémie capillaire sans se piquer le doigt, c'est vraiment perdre 90% de l'intérêt de ce système d'autosurveillance. Donc, nous, on propose une formation de 2 heures qui est réalisée par nos infirmières pour que le patient il utilise toute la substantifique moelle. Ce n'est pas seulement où j'en suis de ma glycémie quand on fait ça, c'est où j'en suis, bien sûr, ça donne un chiffre, mais c'est d'où viens-je, ça donne la courbe des 8 heures qui précèdent. Quand on se réveille le matin, par exemple, on voit tout ce qui s'est passé les 8 heures de la nuit dans la nuit. Donc, c'est des hypoglycémies qu'on n'a pas, voilà, on le voit. Et puis, ça dit où vais-je, c'est-à-dire qu'il y a une flèche de tendance. Donc, il y a toute une utilisation de ce système qui est très différent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles la Sécu a dit qu'il faut que ça soit d'abord diabéto parce qu'ils auront la formation. Maintenant, voilà, on peut envisager que la formation soit faite ailleurs, mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais au-delà des 2 premières prescriptions, ensuite, les prescriptions peuvent être renouvelées par le médecin traitant. D'accord, ok, merci. Encore une question par rapport à le passage à l'insuline dans les cas où les personnes sont en hypoglycémie, enfin d'hyperglycémie importante. Tu parlais à un moment donné qu'il fallait mettre de l'insuline d'emblée pour du 17-18%, comme vous faisiez à l'hôpital. Ouais. Mais j'imagine qu'on ne va pas attendre ces seuils-là. À partir de quel seuil pour toi, quand on voit un patient arriver et qu'on découvre qu'il a une hémoglobine glyquée haute, on devrait d'abord lui faire baisser sa glycémie avec de l'insuline et puis voir après? Si le patient n'est pas vraiment très symptomatique, il n'y a pas forcément d'urgence à lui mettre de l'insuline. Un patient chez qui vous découvrez un diabète, il est à 10-11%, mais pas très symptomatique, et souvent on en voit, parce qu'en plus, comme ça a été un peu chronique, l'augmentation, bon voilà, il s'y est fait, il se lève un peu la nuit, mais bon, voilà, pas plus que ça. Dans ces cas-là, ce n'est pas forcément une obligation de mettre de l'insuline. Déjà, si le patient ne se savait pas diabétique et qu'il a un petit syndrome polydipsique, souvent,
il compensait ce syndrome polyurique en buvant des boissons sucrées. Donc déjà, rien qu'en arrêtant ça, vous allez bien faire baisser la glycémie. Vous mettez un peu de metformine à dose très progressive pour que ça soit bien toléré. Voilà, éventuellement, même si le patient est à plus de 9%, vous êtes autorisé à mettre une bithérapie d'emblée. Donc voilà, soit avec un agoniste du récepteur du GLP1 ou inhibiteur des PP4. Et puis voilà, le tour est joué. Hein. Il n'y a pas d'urgence à faire baisser la glycémie. L'urgence, quand ce n'est pas une urgence métabolique type acidocétose ou hyperosmolaire, l'urgence, elle est plus le patient qui, voilà, il n'est pas bien, quoi. Il n'est vraiment pas bien, il est fatigué, etc. Donc là, on va faire baisser la glycémie plus vite. Comme il y a les orthoptistes, ça m'a fait penser à quelque chose. Effectivement, si un patient est très déséquilibré et que vous faites baisser sa glycémie assez rapidement, mettant de l'insuline ou autre, il va avoir des troubles de la réfraction, qui ne sont pas du tout une rétinopathie. Hein. Mais il faut prévenir le patient, ce n'est pas grave. Mais comme le patient, il associe diabète et cécité, machin, il risque, si vous ne lui avez pas parlé de ça, il risque de paniquer un peu. Donc, voilà, il peut avoir ça dans les premières semaines. Parfois, ça peut durer un peu plus longtemps, mais c'est complètement fonctionnel. Il ne faut pas qu'il refasse non plus ses lunettes. Ça va revenir. D'accord, merci. Il y avait une question, c'était comment inscrire les patients sur l'étude? Il faut simplement m'en avertir en donnant les coordonnées du patient s'il est d'accord pour le faire. Et puis voilà, on le contacte. Et il vient voilà, pour 2 heures un lundi après-midi à 14 heures et à 16 heures, il a fini. Et il a eu les 4 examens dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, c'est bon. Je n'ai pas de nouvelles questions. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, à tous. Merci à vous. Petite information à passer. Depuis 3-4 ans, on organise des formations éducation thérapeutique du patient sur notre secteur. En ce moment, il y en a une qui se termine d'ailleurs à Morsan. La prochaine est organisée à Corbeil-Essonnes. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je vous donne les dates. Comme ça, vous les avez. Hop, hop, hop. Et juste une petite précision, pour les orthoptistes, on a aussi, comment dire, la maison de santé au Mets-sur-Seine qui a aussi une orthoptiste qui pratique la rétinopathie. C'est en Seine-et-Marne. Oui, dans le 77, je crois que c'est Cathy Rosier, je crois, c'est ça. Oui, voilà. On parlait tout à l'heure du 91, c'est vrai que vous n'êtes que 3, oui. Mais en fait, dans le 77, en tout cas, on a connaissance que à Aumé-sur-Seine, il y en a une aussi. Voilà. Mais elle n'est pas sur Entracte, c'est ça? Si, je pense que si. si. Ah si, elle est sur Entracte, oui, Damien. Aussi, oui, bien sûr. D'accord. Voilà, donc vous avez les dates pour la prochaine formation ETP. Et si vous êtes intéressé par la thématique de diabète, le groupe Diabète Espace Vie sera heureux de vous accueillir. On mettra en place les groupes de travail à partir du mois de septembre. Voilà, merci à vous. Je te laisse conclure, Charlotte. Et voilà, notre séance est terminée pour aujourd'hui. Un grand merci à tous nos intervenants pour cette séance. Pour toute question, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous la poser via l'adresse mail webinaire@espacevie.fr ou bien en commentaire de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 30 à 13 h toujours. Nous accueillerons Dr Samuel Haddad, qui est médecin radiologue, et il nous parlera de l'endométriose et l'apport de l'imagerie. Si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas à nous les poser via notre adresse mail webinaire@espacevie.fr et comme ça, le Dr Samuel Haddad les aura et pourra y répondre dans son contenu en fait de sa séance. Comme ça, même si vous ne pouvez pas être là, être présent pour ce direct et poser vos questions, il pourra tout de même y répondre et vous aurez vos réponses via le replay. Voilà. Et pour toute autre question concernant les CPTS, les groupes de travail sur Espace Vie ou autres, vous avez toujours mon adresse, donc coordination.terra@espacevie.fr et je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu sous cette vidéo et n'hésitez pas à la partager surtout, sans modération, hein, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir.